Bonsoir chers téléspectateurs, merci d'être fidèles à Expression et qui va aujourd'hui spécialement parler du FESPACO qui a baissé les rideaux. Au pays des hommes intègres, c'est à l'initiative d'un groupe de cinéphiles qu'est né le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou en 1969. C'est mené par François Bazelet, Claude Brieux et Alimata Salambéré que le FESPACO a vu le jour. Alimata Salambéré a été la première présidente de la Biennale de 1969 à 1970. La création du FESPACO en 1969, les objectifs que l'ambassadeur l'a souligné, c'est de faire en sorte que les cinéastes soient en présence de leur public pour discuter et savoir comment orienter leur production. Une idée née d'un désir, celui de voir le continent africain se doter d'un festival où les populations pourront voir leurs propres films, des films qui reflètent leur société. Quand le FESPACO se créait en 69, personne ne croyait. Même ceux-là qui organisaient la première activité, la première cérémonie d'organisation en 69, n'y croyaient pas. Mais la misère est venue avec tout son gouvernement à l'ouverture de la maison du peuple. Pourquoi je dis qu'ils n'y croyaient pas? Regardez, Madame Salambéré qui était présidente du comité d'organisation, le jour où elle devait ouvrir la cérémonie, le même jour elle était du journal, parce que c'est l'une des premières femmes à présenter le journal à la télé. Elle était de journal, ça veut dire qu'ils n'y croyaient pas. C'était une activité secondaire. À l'époque, le pays était dépourvu de structures cinématographiques et la population voltaïque n'avait pas accès aux productions africaines de plus en plus nombreuses. C'est très important parce que nous ne sommes représentés nulle part. Le gouvernement et moi-même avons décidé à l'unanimité de nationaliser tous les moyens de production installés au Sangara par des entreprises occidentales. Je crois que je vais lui faire cadeau de mes mines de diamants. La danse des panthères est terminée. Un festival aussi important qu'un festival panafricain. Ici, on rencontre tous nos frères du continent, de l'Est à l'Ouest, en passant par l'Afrique du Nord. C'est ainsi que du 1er février au 15 février 1969 à Ouagadougou s'est déroulée la première édition de la Semaine du cinéma africain, première dénomination donnée à la Biennale, qui s'est fait ensuite appeler Premier Festival de cinéma africain de Ouagadougou avant d'être appelé FESPACO. Pour cette première édition, 5 pays africains étaient représentés. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, le Niger et le Cameroun, mais également la France et les Pays-Bas, avec 24 films, dont 18 africains. Ce premier rendez-vous a rassemblé près de 10 000 spectateurs et est devenu par la même occasion un carrefour incontournable du cinéma africain tous les 2 ans. En 1970, la deuxième semaine du cinéma africain accueillera 9 pays africains, que sont l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Niger, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et le Ghana. Et 40 films y sont projetés devant 20 000 spectateurs. L'année 1972 marque un tournant décisif pour la Biennale. C'est cette année-là que l'État burkinabé soutient pour la première fois le festival. L'État l'institutionnalise et il est placé ensuite sous la tutelle du ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication. Cette même année, Simone Mensa accède à la présidence pour cette 3e édition. Le festival prendra alors le titre de Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou.
Et dès lors, les films ne seront plus seulement présentés, ils seront désormais en compétition. C'est ainsi qu'a vu le jour le Grand Prix du festival portant le nom des talents de Yenanga. Depuis 1972, appelé d'abord les talents de Yenanga, il est devenu le Grand Prix du FESPACO. Les talents de Yenanga est le symbole de l'identité culturelle africaine que les cinéastes, à travers leur création, contribuent à maintenir bien vivante. Si une prestation a fait grande impression, c'est celle de la cérémonie d'ouverture de la 25e édition du FESPACO, celle de Madi Darmé et ses 40 cavaliers, avec leurs étalons, symbole du Burkina et surtout du festival. Les écuyers ont proposé une chorégraphie en la mémoire de la princesse Yenanga. Un spectacle qui ne manque pas de rappeler le trophée de cette biennale du cinéma dont cette Amazone est le symbole. Les talons d'or de Yenanga est le symbole de la consécration suprême de la meilleure œuvre cinématographique de la sélection officielle de l'emblématique festival panafricain de cinéma. Il est matérialisé par une guerrière, lance à la main sur un cheval. Un symbole puisé dans le patrimoine du mythe fondateur de l'Empire des Mossi, majoritaire au pays organisateur. À la 19e édition, de nouveaux prix étalons sont décernés. Le Grand Prix étalon de Yenanga, qui devient alors le Grand Prix étalon d'or de Yenanga, et les nouveaux prix sont baptisés étalon d'argent de Yenanga et étalon de bronze de Yenanga. Umaru Ganda du Niger est le premier lauréat de l'étalon de Yenanga. Après sa mort en 1981, son nom a été donné à une des récompenses du festival, dénommé le prix Umaru Ganda. En tant que cinéaste, je préfère excéder la masse pour la sensibiliser, pour plus tard faire la part des choses. Si je commence par faire la part des choses, je deviendrai un Africain menteur. C'est-à-dire, je n'arriverai pas à provoquer la révolution. D'abord, stigmatiser systématiquement tout ce que les colons ont fait de mal et pour plus tard faire la part des choses, la juste mesure. Observez le phénomène en Amérique par exemple. Les Noirs, ils sont obligés de prôner en quelque sorte le racisme. Ils prennent le contrepartie pour avoir leurs droits. Une fois leurs droits acquis, ils apprendront aux Blancs à être humains. Vous comprenez? Pour le moment, nous voulons d'abord déboulonner totalement le colonialisme pour après leur accorder l'hospitalité. Pour le moment qu'ils partent, nous discutons d'égal à égal. Le premier lauréat de ce prix est le Burkinabé Kolo Daniel Sani en 1983 avec son film Pewago. Voilà, chers téléspectateurs, au même titre que nous, vous avez suivi l'histoire du FESPACO. Et merci d'avance Marie-Paul, parce que c'est pour ce travail technique d'ailleurs qu'en plus vous êtes invité sur notre plateau, puisque c'est vous qui avez fait les recherches, le montage. Mais 50 ans plus tard, Marie-Paul, quelles sont les retombées sociales de ce festival pour les populations africaines? Bon, on va dire que 50 ans plus tard, avant de parler des populations africaines, on parlera d'abord de la population burkinabé. Il faut dire que le FESPACO, c'est 50 ans d'existence pour cette 26e édition. Ce sont des personnes qui viennent des 4 coins du monde pour participer à la biennale qui s'organise chaque 2 ans. Il faut dire que le FESPACO, c'est beaucoup d'argent dépensé, mais également, on va dire qu'il participe à, comment vais-je le dire, qui participe à la promotion du pays qu'est le Burkina Faso. Parce que ceux qui ne connaissent pas le Burkina Faso, qui entendent parler du Burkina Faso, ils entendent parler du Burkina Faso à cause du FESPACO. Exactement. Donc, ils viennent là pour connaître ce beau pays qu'est le Burkina Faso et au-delà de ça, ça engrange beaucoup d'argent qui réussit peut-être en tant soit peu à développer le tourisme dans ce pays-là. Au-delà donc de la question artistique,
C'est un moment de rencontre, c'est un moment qui favorise le tourisme. Et donc pour le pays, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux touristiques. On peut dire que ce FESPACO aide le pays à émerger. Et pour aller un peu dans ce même ordre d'idée, grâce au FESPACO, quelle est la place du cinéma africain aujourd'hui? Est-ce que ça peut s'évaluer, on peut quantifier? La place du cinéma africain, il faut dire que le FESPACO est pour beaucoup. Est-ce qu'il a fait la promotion du cinéma africain? Oui, il est là pour ça, le FESPACO, pour faire, parce que à la base, comme on l'a vu dans l'élément, quand Alimata Salombéré, elle le dit si bien, le FESPACO est là pour vendre les films africains. C'est un cinéma propre à nous, un cinéma qui nous appartient. C'est un cinéma qui n'appartient pas aux Occidentaux, c'est un cinéma qui est le nôtre, produit par des Africains et fait par des Africains. Il est là pour promouvoir le cinéma africain. Au niveau de la production, on est d'accord, il y a progrès, il y a réussite, mais au niveau de la consommation, on se pose des questions. Ce cinéma, où est-ce qu'il est consommé? Où est-ce qu'on voit les films africains aujourd'hui? Les salles de cinéma sont comme désaffectées ou fermées carrément. Oui, pardon. Comme je l'ai dit tantôt, le FESPACO c'est 50 ans, mais on se pose encore des questions. Le FESPACO s'est fermé il y a pas mal de temps, le 2 mars. C'est près de 492 films projetés pour 9 salles de cinéma seulement. C'est peu. 492 films pour... On n'arrive même pas à quantifier le nombre de personnes qui viennent là pour regarder ces films-là. 9 salles de cinéma pour 492 films, c'est peu. Et à ce rythme-là, ça fait un peu indigeste parce que 986 films en combien de jours? En 8 jours. Pour 9 salles. Pour 9 salles. 9 salles. C'est peu. Ça pose encore la problématique de la distribution. On fait des films, mais on fait des films pour qui? Parce qu'en principe, quand on fait des films, c'est pour qu'ils soient regardés. Mais quand on fait des films et que, au Burkina, par exemple, on n'a que 9 salles de cinéma, on va sous d'autres cieux, on prend par exemple l'exemple du Gabon, on n'a qu'une seule salle, sinon 2. On fait les films pour qui? Où les regarder? Et après, quand on fait des films, ce sont des sommes colossales qui sont dépensées. En principe, quand on fait des films, c'est pour qu'ils soient rentabilisés. Mais comment le producteur, comment le réalisateur, comment tout cela se passe, on se pose encore la question. Je pense que c'est dans les instituts culturels maintenant qu'on voit ces films-là, ou également ils vendent, je crois, ces films dans les chaînes de télé. Parce que beaucoup de films que moi j'ai vus, par exemple, c'est pas au cinéma que je les ai vus, j'ai vu à la télé. Tout dernièrement, j'ai vu Yaba à la télé, j'ai vu, c'est une chaîne étrangère, entre guillemets, qui n'est pas une chaîne africaine, qui a diffusé cela. Oui, le cycle de distribution n'est pas encore totalement découvert. Il y a des problèmes à ce niveau-là. Innocent, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est que les instituts dont tu parles ne nous appartiennent pas non plus. Et on va encore se poser une autre question maintenant sur le plan mondial. Est-ce que les films africains sont vraiment compétitifs? Si on ne peut pas les vendre chez nous, est-ce que ces films sont vendus ailleurs? Est-ce que ces films sont vendus ailleurs? Oui, parce que déjà, il faut dire qu'en marge du FESPACO se déroule le MICA, le marché international du cinéma africain, qui est là pour vendre ces films-là aux distributeurs qui ne sont pas forcément des distributeurs africains. Ils viennent un peu partout dans le monde. Est-ce qu'ils sont compétitifs? Oui, ils sont compétitifs. Parce que si on prend l'exemple de Geneviève Nadji, c'est une Nigériane qui a fait sortir un film et... Pour ne pas les citer, la maison Netflix, distributeur de films aux États-Unis, a acheté tous les droits à la Nigériane et elle fait partie des cinéastes africains, ce sont des réalisateurs africains qui vivent de leur passion. Donc ça veut dire que déjà le cinéma africain, il plaît, le cinéma africain intéresse les producteurs. Maintenant, la seule question qu'il faut se poser, ça reste encore la question de distribution. Ils plaisent, ces cinémas-là, mais on fait des films pour qui?
qui les achète? Est-ce que les Africains les regardent? Est-ce que ceux de l'Occident les regardent? Oui, ils les regardent parce que là-bas, ils sont projetés dans les salles de cinéma. En Afrique, on n'a pas accès. Là, je parle du film de Geneviève Nadji ici, mais qui l'a déjà regardé, à part sur les plateformes de téléchargement ou devant son poste téléviseur. Si on prend l'exemple, si on va regarder en France, ceux qui sont peut-être en France, en Angleterre, aux États-Unis, ils ont déjà eu accès à ce film-là, mais pas ceux qui sont par exemple au Togo, à Dakar et un peu partout en Afrique. Absolument, c'est vraiment un problème. Et il y a peut-être ce qui permet de sauver un peu le festival de Fribourg, du cinéma africain. Peut-être que je pense qu'également il y a quelques films qui sont présentés au festival de Cannes. Et puis ça et là, c'est peut-être ce qui... aussi. Aux Oscars. Donc ça veut dire que ça commence, ces films-là, les gens les aiment. Mais malheureusement, ceux pour qui ça a été tourné directement, les Africains, malheureusement, il y a un souci. Ça fait partie des problèmes. Hein. Absolument. Ces films-là accessibles et consommés par les Africains. Marie-Paul, mis à part les problèmes dont nous venons de parler, quelles sont les autres situations difficiles que rencontre le cinéma africain? Bon, à part le problème de distribution, c'est également le problème de financement. Ah oui. Pour faire un film, comme j'ai dit tantôt, c'est des budgets énormes pour faire un film. Voilà pourquoi, comme M. Courant parlait du festival de Fribourg, les films africains, ils sont compétitifs, comme on le disait tantôt, ils vont aux Oscars, mais ils vont aux Oscars avec quelle force? Quand on voit des cinéastes américains, anglais, français, qui présentent des films qui ne racontent pas forcément les mêmes histoires que celles que racontent les films africains. Les films africains ont peut-être plus de la matière, mais vu le budget qui est alloué à ces films-là, parce que pour faire un film, ce n'est pas qu'écrire un scénario. Pour faire un film, il faut avoir des acteurs. C'est plein de mécanismes qui sont mis en place pour développer un film. Maintenant, en Afrique, les réalisateurs, ils ont ce potentiel-là d'avoir de belles histoires. On l'a vu avec le blockbuster Black Panther. C'est des histoires, une histoire, c'est vrai que c'est utopique, mais on prend l'exemple de l'Afrique, on matérialise l'Afrique dans un scénario et ça marche. Peut-être pas dans le monde entier, mais Black Panther, il a généré assez de fonds. Mais c'est un film réalisé par des Américains. Or que si les mêmes budgets étaient alloués aux Africains, je pense que le cinéma africain aurait décollé. Il y a belle lurette, on le voit avec le FESPACO et avec plein d'autres festivals qui sont organisés partout sur le continent. Le problème, moi je pense que le problème cinématographique africain reste lié au fond. On a de la matière, on a des idées. L'Afrique raconte de belles histoires, mais n'a pas assez de moyens pour développer son cinéma. En d'autres termes, on pourrait même incriminer les politiques culturelles. Les politiques culturelles qui ne font pas le choix de mettre l'accent sur le cinéma. On dépense d'énormes sommes pour promouvoir le football, mais ce n'est pas le cas pour le cinéma. Exactement. Ouais. Ça, on est parfaitement d'accord. Mais en même temps, bon, moi je n'incrimine pas forcément les politiques. On prend, je le disais tantôt en off, un pays comme le Maroc. Le Maroc, il pense que pour diversifier l'économie d'un pays, il faut penser à la culture. Il faut investir dans la culture. Et le Maroc, il investit énormément, le royaume chérifien investit énormément dans la culture. Le Maroc a plus de 10 salles de cinéma dans une seule ville. On prend Casablanca, c'est beaucoup de salles de cinéma qui sont là. Et ces salles de cinéma engrangent suffisamment d'argent. Donc cet argent-là, il n'est pas là par hasard, il l'aide, mais en même temps, il fait en sorte que le cinéma puisse se développer. Avant que les politiques ne fassent le premier pas, on l'a vu avec le FESPACO. Le FESPACO est né à l'initiative d'un groupe d'individus. Pourquoi les cinéastes ne pensent pas d'abord eux-mêmes que leur cinéma doit évoluer? C'est vrai qu'eux-mêmes y pensent, mais ils sont combien? On prend l'exemple en Afrique subsaharienne, ils sont combien à s'investir d'abord? Eux, ils s'investissent d'abord et puis les politiques feront leur part, moi je pense. C'est des artistes. Est-ce qu'ils doivent être aussi également des financiers?
c'est Oui, mais- essentiellement des artistes. Mais- Et ils le sont, ils réussissent, ils produisent de belles œuvres. Le problème qu'ils ont, c'est que ils ne sont pas aidés. Mais sous les... Quand je parle de politique culturelle, les films, les séries télévisées brésiliennes sont d'Amérique achetés latine et diffusés. sont largement diffusés. Achetés et diffusés à profusion. On abreuve le peuple, les consommateurs, les téléspectateurs de ces films-là. Mais les films africains, quelle place on fait? Quelle promotion? Je pense qu'il y a des problèmes financiers. Il y a des problèmes financiers. Il y a les problèmes financiers, mais il y a les choix de politique culturelle. Il y a le problème financier, mais il y a le problème aussi de la rentabilité immédiate. Les séries brésiliennes sont toxiques, mais elles intéressent le peuple. Et après, parallèlement aux séries brésiliennes, il y a aussi la publicité. Quand je regarde les chaînes qui diffusent ces séries brésiliennes, il y a beaucoup de publicité sur les denrées alimentaires, sur les produits de consommation. Et justement, c'est cette pub qui tourne autour de ces séries-là qui génère de l'argent de façon immédiate pour ceux qui investissent dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y aura autant d'engouement à faire tourner des films africains si c'était des films africains qui remplaçaient les séries brésiliennes? C'est la question de l'envie du consommateur, le choix du consommateur. Justement, malheureusement, aujourd'hui, à la télévision, si on parle de les télévisions en général ne diffusent pas ce qui donne une couverture sociale et culturelle. On diffuse plutôt ce qui amène de l'argent tout de suite. Et parce que justement, on veut faire plaisir aux spectateurs, parce que si toutefois il n'est pas content de ce qu'il voit, il passe ailleurs. Alors pour le retenir, on lui donne ce qui lui plaît, on lui donne ce qui est bien pour lui. Mais en même temps, Madame Kourma, je pense qu'il faut aller à la conquête du marché. Voilà, la conquête, parce que le marché du cinéma, il est compétitif. Quand on prend l'exemple d'Akissi Delta avec Ma Famille, Akissi Delta avec sa série Ma Famille, moi je pense quand même que la série, elle a bien marché. Oui, elle a bien marché, mais elle n'est pas sur le plan, je sais pas, je vais chercher mes mots parce que j'ai pas envie de me faire lyncher, mais cette série-là, moi, je ne trouve pas qu'elle a un apport sur le plan des valeurs, un apport positif sur le plan des valeurs, des valeurs culturelles, oui. Moi, je trouve pas. Moi, je vais aller même je plus ne trouve loin. pas. Oui. Ma Famille, ça c'est sa série télévisée. Oui. Et ensuite, si on va plus loin... C'est ça le problème. Mais est-ce qu'en même temps, ce sont les valeurs culturelles qui marchent? Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que j'ai en train d'expliquer. C'est pour vous rejoindre. Les valeurs culturelles ne marchent pas. On ne va pas dire que le monde n'aime pas ça. Non, on a tous chacun ses valeurs. Mais en télévision, en cinéma, il faut le dire ainsi, dans le monde du cinéma, les valeurs culturelles ne marchent pas. Pardon, on le voit avec les telenovelas, pour ne pas les citer. Donc... Oui, mais dans ce cas-là, il faut revenir aux enjeux. Est-ce qu'on doit suivre les goûts des spectateurs? Est-ce qu'il faut suivre, même quand c'est des goûts un peu morbides, quelque part? Est-ce qu'il faut continuer à suivre cela? Où est-ce qu'on met les enjeux culturels? On a besoin, idéologiquement, de montrer que cette culture est bonne, elle est forte. Est-ce que Souley, pour continuer ta question là, est-ce que justement il ne faut pas peut-être penser, il y a peut-être un choix à faire. Si le cinéma est privatisé ou si le cinéma est géré par l'État, je pense que l'emprise du culturel sur le cinéma va être très bien dessiné, très bien assez clair, quoi. Si c'est l'État et que l'État fait le choix culturel de montrer des films culturels qui ont des apports positifs pour les gens, oui. Si ce sont des privés, là, ils n'ont aucun scrupule. Et là, justement, ce qui les intéresse, c'est de faire la plus-value. C'est ce qui les intéresse. Là, il y a un problème de ce côté-là. Alors, c'est pourquoi je voudrais que ta question, c'est le moment justement de la poser. Oui, c'est-à-dire sur les femmes? Non, sur les solutions. Oui, justement. Voilà.
quelle solution aujourd'hui proposer? Oui. Moi, tout de suite, hein, avant de te poser la question, je pense que ce que je pourrais dire, c'est d'abord, comme elle l'a dit, hein, la conquête du public, mais également la conquête des privés. Il y a des gens qui investissent dans le bâtiment, il y a des gens qui investissent dans le transport, il y a des gens, des privés. Pourquoi ne pas associer ces gens-là, aller vers la conquête des privés qui peuvent investir? Moi, je pense que c'est entre autres une solution. Bon, moi, avant même de parler de solution, je dirais que, en fait, pour ne pas être méchante par la même occasion, il faut dire que même entre ceux qui font ce métier-là, si je peux le dire ainsi, ils sont peut-être égoïstes entre eux. Parce que pour revenir au FESPACO, tout d'abord, avant de parler de solutions, le FESPACO pour cette édition-là, cette 26e édition, c'était 20 films pour 4 femmes en tant que réalisatrices qui ont compéti. Et en 50 ans, on se pose encore la question, pourquoi ces femmes-là n'ont pas eu la consécration suprême? Elles n'ont été qu'à 4, elles n'étaient que 4, pardon, sur 16 hommes. Apolline Traoré, qui avait un très bon film, qui parlait de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. On est tenté de croire qu'entre eux-mêmes déjà, ils sont égoïstes. Pas que les membres du jury n'étaient pas des hommes et femmes de pointe. Les cinéastes sont égoïstes. Entre eux, ils sont égoïstes. Parce que, pour revenir toujours au FESPACO, le prix de le Talon d'Or de Enanga a été donné à... Bon, pas été donné, ils ont jugé que le monsieur a été décerné à un Rwandais. Et le Rwandais, le Rwanda était le pays hôte de cette compétition. Moi je suis tentée de croire que c'était du favoritisme en même temps. Ah oui, bon, il y a toujours il y a une question relative à ça quand on va suivre après le palmarès. Oui, on reviendra sur cette question. Mais les solutions, il faut en parler. Oui, les solutions. Mais avant de parler de solutions, moi également, j'aimerais faire un petit retour en arrière. Moi, quelquefois, honnêtement, quand on parle de compétitivité, moi, quelquefois, j'ai quelques soucis par rapport au cinéma africain. Moi, je regarde certains films, honnêtement, quelquefois, je me lasse, je m'ennuie, parce qu'il y a des lenteurs, il y a des silences, il y a des regards trop prononcés. Pendant 1 minute, quelqu'un qui regarde... Moi, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là? Alors que les autres films, il y a toujours un son qui accompagne, quelquefois, des musiques qui vont avec, qui traduisent l'intention des gestes, etc., qui accompagnent. Dans le cinéma africain, quelquefois... Tu n'es pas formaté par les modèles hollywoodiens? Oui, je dis, est-ce que ce n'est pas peut-être pour ça, justement, que notre cinéma... parce qu'on a besoin de former aussi nos spectateurs. Ils ont besoin d'être formés. Il ne faut pas le prisme occidental, il ne faut pas l'appliquer directement au film africain. Les cinéastes africains, ils cessent de se détacher. Il y a des films occidentaux que je regarde, je m'ennuie, je change. Ah, d'accord. Oui. Non, c'est question d'intensité dans l'action. Il y a des films qui sont réussis. Il y en a. Mais il y en a beaucoup qui ont une reconnaissance internationale. Mais il y a beaucoup qui ont des acteurs... Oui, non, je parle, il y a beaucoup aussi qui ont des acteurs c'est lourd, c'est surjoué. Voilà, quelquefois, c'est le résultat technique est très, très, très passable. Quelquefois, je pense que c'est lié au problème de financement, parce que pour faire un produit de qualité en cinéma, il faut beaucoup d'argent. Et quand le budget est limité, on est obligé de produire un travail limité aussi. C'est toute une chaîne. Il y a le monteur, l'étalonnage, machin. Mais on voit défiler les personnages, alors que dans les films, on voit 5 ou 6 personnes, plus les acteurs. C'est terminé, quoi. Alors qu'on voit producteur exécutif, je sais pas. Moi, je vois tellement de choses. Je me suis toujours demandé, mais à quoi servent toutes ces personnes-là? Mais après, on finit par comprendre que chacun joue un rôle. Le script qui dit chaque fois qu'on tourne, attention, on était à tel endroit, donc on reprend, etc. Il faut... Est-ce que ça ne manque pas quelquefois au cinéma africain? Je pense que Marie-Paul... Il y a toujours la question de la politique. Et du financement aussi. Elle est liée au financement, politique culturelle. Il y a combien d'écoles de cinéma en Afrique? Ah, formation. Voilà. Ce volet-là est un volet très important. Combien d'écoles de formation? Si on a pu avoir un petit budget et qu'on va chercher des amuseurs publics pour faire un film,
on va obtenir des résultats médiocres. Parce qu'il ne s'agit pas d'être un amuseur public, populaire là, du quartier pour venir tout de suite faire un film. On a besoin de formation, des comédiens bien formés. Voilà pourquoi les films, beaucoup de films joués par les Noirs, ce sont des Noirs américains que l'on voit. Il y a beaucoup de films africains, ce sont des Noirs américains que l'on prend, qui sont comme acteurs déguisés en africains, quelquefois, comme elle dit, surjoués. Mais ça se sent tout de suite. Oui, ça se sent que ce sont des Américains déguisés en africains. Donc il y a un déficit en la matière. Il faut former des comédiens. Il faut avoir des grandes écoles de cinéma. Et je n'en connais pas. Ouais. Si vous en connaissez, des caméramens, des preneurs de son, ceux qui font le bruitage, il faut des spécialistes, etc. Tout. Ouais. Si on veut bricoler, on aura des productions médiocres. Ça, la majorité, sauf si je me trompe, oui. Ils sortent toujours ils ne sortent pas des écoles de cinéma, mais l'ISIS, par exemple, au Burkina Faso, sans vouloir faire leur publicité, ISMA, par exemple, chez Bénin, ce sont ces écoles-là qui forment. Ce sont des instituts qui sont spécialisés dans le monde de l'audiovisuel. Donc, mais si vous allez sous d'autres cieux, par exemple, un pays comme l'Afrique du Sud, un pays comme le Maroc, eux, ils forment. Un pays comme le Nigeria, eux, ils forment. Il y a des écoles de cinéma qui sont là pour former les réalisateurs. C'est comme Madame Couron le disait tantôt, c'est toute une industrie. Et il faut savoir, il faut penser qu'avant de mettre un film en place, c'est tout un mécanisme qui est mis en place pour avoir ce produit final qui fera peut-être 1 heure ou 1h30. C'est tout un mécanisme. Et pour avoir ce produit final-là, c'est un investissement colossal. Un tournage de 3, 4, 5, 6 mois. Et quelquefois plus. Des années. Des fois encore des années. Des fois encore des années. On prend par exemple un film qui vient de sortir en mars. C'est un Nigérien, mais qui est né en Angleterre, qui a fait sortir un film, L'enfant qui dompta le vent. C'est tiré d'une histoire vraie, mais ils disent que ceux qui ont tourné le film ont surjoué. Ils ne se reconnaissent pas dans ce film-là. J'oublie le pays, ce n'est pas le Botswana. J'ai juste oublié le nom du pays, peut-être ça me reviendra après. Ils utilisent une ethnie, l'ethnie la plus populaire du pays dans le film, mais les habitants regardant le film, ils ne se reconnaissent pas. Parce qu'ils disent, le réalisateur a pris des Africains comme des Aïssa Maïga, des Africains qui vivent en France. Qui vivent en France pour tourner le film, mais ils trouvent qu'ils auraient pu encore s'investir plus dans la chose en allant apprendre correctement la langue parlée dans ce pays-là. Parce que pour eux, certains mots n'ont pas été bien prononcés. Donc quand on veut faire quelque chose, on n'est pas là pour dénigrer le film en même temps, mais quand on veut faire quelque chose, il faut s'investir à fond et mettre tous les moyens. C'est pour cela qu'on dira toujours qu'un film qui est présenté aux Oscars, il n'est peut-être pas meilleur qu'un film présenté au FESPACO, mais que l'américain, l'anglais ou le français s'est investi dans la chose. Il a tout mis en place pour que le film paraisse plus réel qu'autre chose. C'est peut-être encore ce qui manque aux réalisateurs africains. Merci Marie-Paul. On va visionner le deuxième élément parce qu'en répondant à ces questions-là, vous avez quasiment proposé des solutions. Deuxième élément sur le palmarès. Après plusieurs jours de visualisation de courts et longs métrages des différentes catégories, l'heure est ensuite venue au verdict final. Le talon d'or de Yenenga est décerné au film The Mercy of the Jungle de Rwanda. The Mercy of the Jungle du Rwanda. On veut des applaudissements. Bravo Rwanda! Des applaudissements plus nourris, s'il vous plaît. Ovation pour le Rwanda. The
Mercy of the Jungle. Bravo de Joël Karekesi. Joël Karekesi du Rwanda. The Mercy of the Jungle. Les applaudissements bien nourris. Tel qu'annoncé, Paul Kagame a honoré de sa présence. Le Rwanda est monté sur la plus haute marche du podium avec le film The Mercy of Jungle, en français La miséricorde de la jungle, du jeune réalisateur rwandais Joël Karekesi. Il a remporté par conséquent les Talons d'Or, le prestigieux prix. À cela s'ajoute le film Karma de Khaled Youssef de l'Égypte. ولا حتى كابوس بيتكرر. أنا كل يوم بروح أماكن غريبة وبشوف ناس غريبة. الأغرب إنه حلو متسلسل كأني بتفرج على دراما. يعني اللي صحتني وهو بيجري ونمت تاني ألاقيه بيكمل جري. ويمكن يوصل لمكان. وبيزيدوا عليا باسم واحد تاني. Qui a quant à lui remporté les talons d'argent, tandis que le bronze a été l'affaire de la Tunisie avec Fatwa de Ben Moumoud. شكون هذا؟ ولي سيد يعزوا على لبنى خرجت كتاب زمن نقلوا حوايج ونلقوا نعمة تستحق أي حاجة مرحبا بخويا تعرفوا مليح مروان هوني الجيران الكل يعرفوا بعضهم. C'est au moins une trentaine de prix spéciaux et palmarès officiels qui a été décerné. Le Burkina Faso, pays organisateur en plus de ces prix spéciaux, a remporté 2 autres prix dans le palmarès officiel. Aïcha Boro a remporté les Talents d'Or du film documentaire avec le Loup d'Or de Balolé. Le film d'Esrance d'Apolline Traoré s'en sort avec le prix du meilleur décor en fiction, long métrage. Et cette année, pour la première fois de son histoire, il décernera un étalon d'or à une toute nouvelle catégorie, le film d'animation. Briska de Niada Reis a eu le premier prix. Il aura fallu 26 éditions, 50 ans et beaucoup de force de persuasion pour que le FESPACO récompense le film d'animation. Pour les professionnels du secteur, il s'agit là d'une véritable consécration, alors que ce genre cinématographique est encore peu considéré sur le continent. La fiction Fatwa de Mahmoud Ben Mahmoud, Tanit d'or des JCC 2018, a remporté le prix spécial Union africaine et Black Mamba de Amel Gelati est récompensé par le prix Thomas Sankara. Black Mamba est une fiction de 20 minutes qui avait été présentée aux Journées cinématographiques de Carthage, dans la section Panorama. Le prix Thomas Sankara, quant à lui, récompense le meilleur film en fiction dans la catégorie court-métrage. Ce prix a été instauré en 2015 à la mémoire du leader politique burkinabé, Thomas Sankara. 14 films ont été primés au cours d'une cérémonie du vendredi 1er mars de ce festival africain qui se tient tous les 2 ans dans la capitale burkinabé. Le Burkina Faso a eu la part du lion avec 6 prix spéciaux remportés. Les lampions se sont éteints le 2 mars dernier sur la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision devant un public enthousiaste en présence d'illustres personnalités comme le président rwandais, du Mali voisin et bien évidemment du Burkina Faso. Une cérémonie de clôture, donc, riche en couleurs qui boucle une semaine de fête qui aura tenu en haleine le public burkinabé, les cinéastes du continent et d'ailleurs, ainsi que les nombreux visiteurs qui ont effectué le déplacement de Ouagadougou pour prendre part à la Biennale du cinéma africain. Vous avez suivi en même temps que nous, chers téléspectateurs, le palmarès, de même que mes compagnons et notre invité sur le plateau.
la question qui me vient tout de suite à l'esprit, est-ce un palmarès convenable, juste? Je veux dire, est-ce que vous avez eu l'impression que c'est un bon classement? Pour ma part, 20 films en compétition. Sur les 20 films, 16 hommes, 4 femmes. Pour ma part, je n'ai pas regardé tous les films, mais j'ai regardé quelques-uns. Je dis bien pour ma part, le meilleur reste celui d'Apolline Traoré. Le film, c'est Desrance qui parle de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Maintenant, qu'est-ce qui vous a plu dans ce film? Déjà que le film, qu'une femme parle de politique dans ses films, parle de crise. Parce qu'une crise, c'est fort. Une crise, c'est fort. Au lieu de parler, on a souvent tendance à stigmatiser la femme, j'y arrive, qu'elle parle souvent un peu trop d'amour. Elle parle trop souvent de ce qui se passe dans les foyers, ce que vivent les femmes. Elle dénonce souvent un peu trop. Elle ne s'engage pas suffisamment. Mais celle-là, elle s'engage, et elle s'engage dans le domaine de la politique, donc de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Un domaine souvent réservé aux hommes. Aux hommes, voilà. Et elle s'engage là-dedans avec son film Desrance, et je suis plutôt déçue parce qu'elle gagne le titre de meilleure décoration. Oui. Est-ce qu'elle méritait, selon vous, le talent d'or? Moi, je pense que oui. En 50 ans, ça fait 50 années, c'est un demi-siècle, et en un demi-siècle, l'on pense encore... Qu'est-ce qui explique l'absence des récompenses destinées aux femmes, ou bien des femmes qui n'ont pas eu ce prix-là depuis? Peut-être qu'il faut parler de la composition des membres du jury. Et pourtant, le membre du jury est composé de femmes autant que d'hommes. À égalité? Autant, pas à égalité, mais autant que femmes. Il y a des femmes et des hommes. Donc, encore que même s'il n'y avait que des hommes, mais on ne juge pas le potentiel d'une personne selon son sexe. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, quand quelqu'un a du potentiel, il faut pouvoir reconnaître cette personne-là par rapport au potentiel qu'il dégage. Pour ma part, Apolline Traoré, son film parle. Déjà que elle, comme je le disais tantôt, elle parle de crise politique, elle parle de crise post-électorale, ce que d'autres femmes n'ont pas souvent, ne s'aventurent pas dans cette zone-là, souvent réservée aux hommes, comme l'a dit M. Soulé. On a tendance à croire, sinon tendance à penser, qu'en 50 ans, les membres du jury pensent encore peut-être que ces femmes n'ont pas assez de la matière ou ne s'investissent pas encore dans le monde du cinéma, ce qui est pour ma part faux. Marie-Paul, qu'est-ce que vous voulez nous dire en clair? Qu'il y a de la misogynie dans le choix des membres du jury? Bon, moi je pèse mes mots. Moi je pense que oui. Parce qu'en 50 ans, on l'a vu, on ne l'a pas vu dans l'élément, mais ceux-ci qui veulent se documenter peuvent aller le voir. Alimata Salambéré, pionnière du FESPACO, elle était l'organisatrice de la première édition, on l'a vu dans ces éléments qu'on a suivis. Elle-même, elle s'interroge, elle se pose la question qu'en 50 ans, pourquoi on n'arrive pas encore à reconnaître le potentiel de la femme cinéaste. Et elle a même reconnu qu'il y avait des films très compétitifs, joués par des femmes, mais qui n'ont pas été primés. Par des femmes, exactement. Si je l'ai dit tantôt, sur 20 films, il y en a 4. Et des 4, on donne à Apolline Traoré une sorte de prix secondaire. Un prix secondaire, et c'est je ne sais pas si l'occasion a fait le larron, mais on a vu le président rwandais Paul Kagame là, le Rwanda, pays hôte. On a tendance à se demander si ce n'est pas du favoritisme. Est-ce qu'il ne faudra pas voir les critères de validité permettre par exemple aux spectateurs d'avoir un droit de regard sur la valeur de ces films? Peut-être que la présence du chef de l'État du pays hôte. Mais aussi, Marie-Paul, on ne doit pas donner un prix à une femme parce que c'est une femme. On ne doit pas donner un prix à une femme parce qu'il y a 50 ans que le festival existe. Non, c'est au mérite. Oui, au mérite, oui. Peut-être que jusqu'à présent, aucune femme n'a mérité le prix aussi. C'est pas ce qu'a dit Salambéré. Salambéré, elle a vu 50 ans de FESPACO. Et elle a reconnu aujourd'hui qu'il y avait des moments que les femmes devaient être primées pour certains films. Elle l'a dit.
on décerne un prix au mérite. Oui. Mais en 50 ans, moi je pense qu'on doit encore se poser la question. En 50 ans, aucune femme n'a fait un film qui mérite d'être primée. Là, je me pose. Même pas parmi les 3 premiers prix, c'est pas normal. Elle ne gagne que des prix, si je peux le dire. Disons le secondaire. Prix de consolation. Prix de consolation. Vous avez passé le mot vraiment des prix secondaires. Oui, il faut quand même régler le problème. Il faut donc revoir le critère de validité. Comment obtenir, comment faire en sorte qu'il n'y ait plus de suspicion. Commencer d'abord par éloigner les politiques. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Impliquer les spectateurs, comme tu dis. Impliquer les spectateurs, voilà. Qui connaît peut-être un prix des spectateurs. Définir. À ce moment-là même, on pourra associer, parce que je parle souvent de la formation des spectateurs. Il faut que nos spectateurs soient bien formés pour apprécier de bons produits. Parce qu'il y a cette question. Les grands consommateurs des novellas et autres, je ne les vois pas en train de bien apprécier les films africains, même s'ils sont de grande qualité. Non, pourquoi pas, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui regardent les telenovelas, ce sont les mêmes qui regardent ces films-là, parce que ce sont les mêmes qui sont allés dans les salles de cinéma durant le FESPACO regarder ces films-là. Bon, oui. C'est possible. Juste que moi, je suis d'accord quand on dit qu'il faut peut-être associer le public à ça, à cela. Il faut peut-être associer le public, que le public ait sa part. Parce que moi, par exemple, je me suis pas approprié certains films, mais pour moi, certains films méritent un palmarès plus que d'autres. Parce qu'on n'invite pas le président rwandais Paul Kagame à la cérémonie de clôture pour venir dire, par exemple, que Paul Courant est le prix de l'étalon d'or de Yenenga. Je ne pense pas. Juste pour venir dire qu'encore que les politiques s'immiscent dans les choses culturelles. Mais alors tu penses que la présence de 2 autorités ne rehausse pas l'intérêt du festival? Non, pas que la présence de ces 2 autorités-là ne rehausse pas le festival. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, lui, il faut dire que sa place, elle est là. Il a été reconnu par l'UNESCO comme un des présidents africains qui honore la culture, qui investit beaucoup dans la chose culturelle. En même temps, je suppose qu'il a été invité par son homologue burkinabé déjà pour cela, et le président Paul Kagame parce que déjà son pays, le Rwanda, était le pays hôte de cette 26e édition. Donc pour dire... Roch Kabore. Non, Roch Kabore, c'est le président du Faso. Il était... Oui, déjà parce que lui, c'est le président du pays qui organise, naturellement, c'est le président du pays qui organise le FESPACO. Le pays hôte, c'était le Rwanda. Non, j'ai entendu parler du président du Mali. Ibeka aussi oui, Ibrahim Boubacar Keïta, il était là. Ah, je n'ai pas vu, d'accord. Si, il était là, on l'a vu dans les images, pour la cérémonie de clôture. Lui, je pense que c'était beaucoup plus pour faire honneur à ce président-là, parce qu'il a été primé par l'UNESCO comme étant l'un des présidents qui fait beaucoup la promotion de la culture africaine. Mais c'est comme je le disais tantôt, on n'invite pas un président de la République pour prendre seulement l'exemple du Rwanda, pour dire que c'est quelqu'un d'autre qui aura le prix phare. Bien entendu, moi ça m'a pas surpris personnellement. Ça m'a pas surpris de savoir que Mercy of the Jungle a été primé. Parce que moi je me disais qu'on n'invite pas Paul Kagame pour venir citer le nom de quelqu'un d'autre. C'est un peu gênant, n'en déplaise aux membres du jury du FESPACO. Il faut revoir les critères. C'est notre point de vue que nous donnons, exactement. Mais Psoulé, tu avais parlé des forces faiblesses, je crois. C'était quoi déjà ta question? Oui, bon, la rareté des prix décernés aux femmes. D'accord. On en a parlé, l'a évoqué clairement, sincèrement. Maintenant, les forces et les faiblesses. Du FESPACO. Force et faiblesse. Moi, je vais parler d'abord de force. Oui. Parce qu'il faut dire que pour cette 26e édition, il y a eu beaucoup d'innovations déjà. L'innovation pour ce cinquantenaire fait partie des forces du FESPACO. Innovation, le film d'animation
a été inclus parmi... Des années de après rejet. des années, on se rend compte que, s'il faut le dire ainsi, les films d'animation marchent, sinon, comme on l'appelle communément les dessins animés, ils marchent. Le dessin animé est rentré dans les différentes catégories en compétition. Et ces dessins animés s'inspirent des histoires africaines, des récits, des contes africains. Voilà, ça c'est une grande réussite. Oui. Donc on fait, comme Madame Salombéré l'a dit, des films africains qui parlent à l'Afrique. Oui. Et là, ce sont des films animation qui parlent pour l'Afrique et qui parlent de l'Afrique. Ce sont des histoires qui sont les nôtres et que ces films d'animation-là comptent. Maintenant, en parlant des faiblesses, je l'ai dit tantôt, pour moi, ça reste encore déjà la faible participation des femmes pour ce FESPACO-là. Elles n'ont pas été nombreuses à participer, déjà. En plus de Comment encourager les femmes alors? Comment faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes? Bon, encourager les femmes, il faut d'abord que ces femmes-là aient déjà du cran, comme je l'ai dit. Et du temps. Du temps, quand on choisit un métier, on consacre à ce métier-là. Il faut prendre le temps. Mais beaucoup de femmes, à cause de leurs obligations sociales et familiales, préfèrent mettre en veilleuse. Il y en a leur passion.